Donc vous avez là encore une légère tension de communication. Donald Trump dit comment pouvez-vous imaginer que je puisse être influencé par quelqu'un d'autre quant à l'engagement des États-Unis dans une guerre, par exemple. Et Netanyahou va dire regardez comment la première puissance du monde est notre allié grâce à moi. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump multiplie les déclarations parfois contradictoires sur le dossier iranien. Alors, faut-il voir une stratégie diplomatique parfaitement maîtrisée ou des hésitations d'une administration confrontée à un choix difficile? Et puis, quel regard porte Israël sur cette situation? C'est ce que nous allons évoquer avec notre invité ce matin, monsieur l'ambassadeur Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël. Monsieur Danon, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Alors, on va parler de Donald Trump et de ses déclarations le matin, le soir. On est ici particulièrement en Israël à l'écoute de ces déclarations pour savoir ce que on va faire le lendemain, pour savoir si on va pouvoir prendre l'avion, si on va pouvoir partir en vacances et plein d'autres choses. Alors Donald Trump alterne régulièrement donc entre des menaces très dures contre l'Iran et des appels à la négociation. Comment un diplomate comme vous interprète-t-il ce type de communication? Alors, il y a deux choses. Il y a la communication et il y a la manière de négocier. Sur la communication, Trump est un homme qui souhaite que tous les journaux télévisés de la Terre s'ouvrent le matin sur sa dernière déclaration, même chose éventuellement le soir. Et c'est pour cela que je dirais, si vous voulez voir la stratégie de Donald Trump, il ne faut pas écouter ses déclarations au jour le jour, puisqu'elles peuvent être totalement contradictoires à 24 heures près. L'important, c'est que ça décante un peu dans la durée, sur 2, 3, 4 jours, pour y voir plus clair. Après, il y a le mode de négociation qui est très particulier. Donald Trump ne négocie jamais en situation de faiblesse ou de perception d'une faiblesse. Il faut donc commencer par déstabiliser l'adversaire à un point à un point tel que la négociation en apparaîtra plus facile, en tout cas à ses yeux. Voilà comment il fait. Donc, il peut à la fois dire je vais faire un deal avec l'Iran et s'il n'y a pas de deal, je raye ce pays de la carte. Hmm. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut que la menace soit suffisamment forte et crédible pour que l'adversaire se sente plus ou moins obligé, entre guillemets, de négocier. Ah, on va revenir un peu sur cette situation où Donald Trump fait ses déclarations et qui sont quand même assez, des fois contradictoires, comme vous l'avez dit. Et pour nous, Israéliens, ou pour tout autre citoyen un peu partout dans le monde, qui peuvent paraître aussi, on a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie derrière ça. Ah, je ne crois pas. Je pense qu'il y en a une. Alors, évidemment, c'est pas une stratégie simple, linéaire que tout le monde peut voir, puisque justement, il y a une communication qui brouille énormément cette stratégie. Mais Donald Trump a deux ou trois éléments forts autour duquel il ordonne ses idées et voilà, à partir du moment où on les connaît, ça devient plus facile à comprendre. Vous avez, on ne va pas l'évoquer ici, une stratégie forte vis-à-vis de la Chine. Mhm. Elle, voilà, bon, ce serait une autre discussion. Il a une stratégie vis-à-vis de l'Iran. Il s'agit de faire en sorte que l'Iran ne soit pas une menace nucléaire dans la région. Sa difficulté, c'est que l'Iran, au bombardement israélo-américain, a trouvé une carte très gênante pour Trump, qui est le détroit d'Ormuz. Et donc, actuellement, la stratégie, c'est comment jouer à la fois la carte militaire et la carte économique pour Donald Trump. Et puis, il y a une stratégie vis-à-vis de l'Europe, il y a une stratégie vis-à-vis de l'Amérique, enfin du continent américain, etc., etc. Parfois, encore une fois, ça paraît chaotique, mais si on regarde sur un an, on s'aperçoit qu'il y a une grande cohérence à travers les actions qui ont été menées. Et la cohérence, c'est de penser que on peut arriver à un accord avec les Iraniens en négociant.
Alors, pour parler du dossier iranien, qui est un dossier qui nous intéresse plus mais particulièrement. Trump négocie toujours d'une certaine façon, c'est-à-dire il ne veut pas négocier en situation de faiblesse. Mhm. C'est pour ça que, encore une fois, il menace sans arrêt et il bombarde effectivement l'Iran de façon à ce que la négociation soit avec des partenaires en face qui sont affaiblis par son action militaire. Toute la difficulté de Trump avec le Proche-Orient, c'est comment transformer une supériorité militaire évidente en gain politique. Et ça, il a du mal parce que il ignore à la fois l'histoire et les identités des peuples, et il ne se rend pas compte que euh, des peuples animés par certaines motivations, notamment religieuses extrémistes, eh bien, ça ne réagit pas comme des Californiens. Voilà. Donc en fait, c'est quoi? C'est une malconnaissance de la civilisation, de ses Oui, dirigeants? absolument. Alors, évidemment, on oppose souvent à cet argument le fait qu'il est entouré par des gens qui connaissent très bien Ah oui. ces civilisations, etc. Mais lui, non. Et lui a un vrai problème pour imaginer qu'on puisse refuser les deals qu'il propose pour des raisons culturelles, idéologiques, historiques ou religieuses. Mmh. Regardez sa surprise lorsque ayant proposé de transformer Gaza en Riviera, il s'est vu opposer un refus ferme de nombreux Palestiniens et surtout de combattants islamistes du Hamas en disant mais non, nous ne voulons pas de ça. Et il disait mais c'est pas possible. On offre à ces gens des conditions de vie meilleures et ils n'en veulent pas. Mais c'est en fait c'est une vraie méconnaissance culturelle et historique de sa part. Ouais. Et ça, il commence lentement à en revenir sur les Iraniens et ce qui répond partiellement à la question que vous avez posée, à savoir que il commence à comprendre que les Iraniens ne réagissent pas comme lui pense qu'ils devraient réagir. Mmh. Alors, il a chassé les mollahs euh, dès le premier jour, pourrait-on dire, et ils ont été remplacés par les gardiens de la Révolution. Ouais. Il ne les connaît pas mieux et il ne connaît pas leur manière de penser, leur manière de faire, mais il a l'idée que ce sont plus des politiques que les mollahs. Et donc, on doit pouvoir négocier à nouveau. Mmh. D'où cette croyance qu'il a qu'on peut négocier mieux aujourd'hui avec l'Iran que l'on ne pouvait précédemment. On verra bien si l'histoire lui donne raison ou Oui, pas. d'où le fait qu'aujourd'hui, comme on voit, on a ce jeu qui continue, où Donald Trump menace de bombarder, et puis après les Iraniens se disent vouloir négocier, et puis après ils reviennent sur leur décision. C'est un jeu qui continue. Il va continuer, il Est-ce va qu'il va continuer continuer, justement? oui, jusqu'à trouver un deal entre guillemets final, mais c'est pas demain parce que c'est difficile. Et en plus, se rajoute la dimension du détroit d'Ormuz, C'est ça. dans laquelle, pour le moment, on est dans, on s'approche d'un accord entre l'Iran et Oman quant aux voies à suivre pour les bateaux, Mhm. mais la question de la monétisation du passage n'est pas encore réglée. Et de façon assez ambiguë, Trump joue avec ça, c'est-à-dire s'il y a monétisation, je veux être dans le coup. Ouais. Et là, effectivement, ça devient compliqué pour tout le monde. Donc, s'il y a une stratégie, il y a aussi des réactions tactiques très souvent dans sa manière de penser et de faire. Alors justement, concernant le détroit d'Ormuz, je voulais vous poser une question, puisque certains disent que Donald Trump n'avait pas pris en compte cet intérêt économique lorsqu'il est rentré en guerre contre l'Iran. C'est votre avis aussi? Je pense qu'il n'imaginait pas que l'Iran allait bloquer le détroit et utiliser cette carte redoutable pour l'économie mondiale. Et euh, comme réponse à son propre blocus
des ports iraniens, je pense qu'il n'avait pas imaginé que ça allait se passer comme ça. La deuxième chose, c'est que je pense il n'avait pas imaginé que l'Iran allait résister au bombardement au point d'être toujours et encore une menace pour les bateaux qui passent à travers le détroit d'Ormuz. Souvenez-vous, je pense qu'il était sincèrement convaincu que la marine iranienne avait été détruite, ce qui n'est pas le cas avec les petits bateaux légers, que l'ensemble des missiles susceptibles d'atteindre les pétroliers ou les gros bateaux qui passent le détroit d'Ormuz, ils pensaient que ça n'était plus une vraie menace, etc. Il s'aperçoit que c'en est toujours une et que l'Iran, même profondément affaibli, parce que l'Iran a perdu entre 80 et 90% de ses capacités militaires, l'Iran étant encore quelque chose qui peut faire peur aux bateaux qui passent le détroit d'Ormuz. On l'a vu encore la semaine dernière. À partir de là, la question pour lui est de savoir qu'est-ce qu'il négocie et qu'est-ce qu'il ne négocie pas. Il faut bien garder en tête que si jamais il y a monétisation du passage du détroit d'Ormuz, c'est un choc pour toute l'économie mondiale. En effet, les détroits naturels n'ont jamais fait l'objet de péages par le passé. C'est-à-dire parce que si vous entrez dans cette logique-là, un jour, la France et l'Angleterre vont faire payer le passage de la Manche. Donc, ça ne marche pas avec les détroits naturels. Vous pouvez, sans problème, faire payer les canaux artificiels. Vous payez pour passer le canal de Suez ou le canal de Panama. Mais vous ne payez pas pour passer le détroit d'Ormuz ou Bab el-Mandeb, parce qu'autrement, c'est toute l'économie mondiale qui en est bouleversée. Qui va changer. On va parler aussi du côté israélien, aussi de la façon dont Israël doit réagir par rapport à ce Donald Trump qui est imprévisible. Alors, comment aujourd'hui vous analysez ce rapport entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, entre les États-Unis, entre l'administration américaine et Jérusalem ? Vous avez une alliance très forte, mais parce qu'il y a une convergence d'intérêts, notamment d'intérêts militaires, mais vous avez aussi des divergences d'appréciation et parce que les objectifs politiques ne sont pas exactement les mêmes. Netanyahou veut se présenter aux prochaines élections comme le garant de la sécurité d'Israël. Donald Trump veut se présenter au mid-term comme un homme qui fait des deals de paix dans le monde entier. C'est pas tout à fait le même objectif. Alors, la convergence, c'est que il faut arriver à trouver des voies de sortie à la guerre actuelle et qu'il y a une supériorité militaire énorme israélo-américaine. Mais une fois qu'on a dit ça, toute la difficulté, c'est de transformer la supériorité militaire en victoire politique. C'est loin d'être le cas aujourd'hui pour l'un comme pour l'autre. Et à partir de là, ils ont des tactiques différentes. Et donc, des tensions inévitables. Regardez le deal avec le Hamas. Trump dit, c'est un deal magnifique parce que le Hamas a accepté de désarmer certaines catégories d'armes, les armes les plus lourdes. Et Netanyahou dit, ce deal ne vaut rien et je ne l'accepte pas tant que le Hamas n'aura pas totalement désarmé. Vous voyez donc que Netanyahou a une approche sécuritaire absolue. Je ne veux pas d'un deal avec le Hamas tant qu'il n'est pas désarmé. Je ne retire pas Tsahal de la bande de Gaza. Et Trump qui dit non, il faut y arriver avec des deals progressifs, d'où son idée du deal avec le Hamas, comme il avait eu le deal entre le Hezbollah et entre le gouvernement libanais et les Israéliens, c'est-à-dire cette volonté de profiter de ce qui se passe aujourd'hui au Liban, à savoir qu'une grande partie de la population ne veut plus du Hezbollah. Donc, voilà, ils sont dans des logiques qui sont convergentes en termes d'intérêt stratégique, la fin du nucléaire iranien, la fin du balistique, etc., mais qui sont différentes quant à la manière dont ils vont devoir se présenter en fin d'année devant leurs électeurs.
Alors justement, en prenant en compte tout ça, et ça sera ma dernière question, est-ce que vous pensez, on a beaucoup parlé de l'amitié entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Benjamin Netanyahou se vante très souvent, et encore aujourd'hui, il a fait encore hier, que Donald Trump est le meilleur ami d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou dispose d'une réelle capacité d'influencer encore sur le président américain? Il va le présenter comme cela parce qu'il a intérêt à montrer aux Israéliens, en termes politiques, que Donald Trump est son grand allié et que donc il n'y a euh, aucune distance de la part des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Donald Trump va faire le contraire parce que lui, il doit montrer, y compris à sa base MAGA, qu'il n'est pas influencé ou influençable par Netanyahou ni par quiconque dans le monde. Il doit montrer, au contraire, que les décisions qu'il prend, ce sont les siennes, tout seul, et qu'il n'a besoin de personne pour les prendre. Hmm. C'est indispensable pour lui pour les prochaines élections. Donc vous avez là encore une légère tension de communication. Donald Trump dit comment pouvez-vous imaginer que je puisse être influencé par quelqu'un d'autre quant à l'engagement des États-Unis dans une guerre, par exemple. Et Netanyahou va dire, regardez comment la première puissance du monde est notre allié grâce à moi. Mhm. Et que c'est pas tout à fait sur la même ligne. Ce qui est sûr, c'est que ces deux manières de communiquer vont s'affirmer plus on se rapproche des élections. Mhm. Ce qui est reproché aux États-Unis et qui est un risque pour Donald Trump dans sa base MAGA, c'est d'être trop influencé par les Israéliens. Tous les sondages aux États-Unis montrent qu'il y a une fatigue de la population, y compris chez les républicains, une fatigue d'un soutien automatique et inconditionnel à Israël. Ça, et tous les sondages qui le montrent, évidemment encore plus chez les jeunes, mais pas seulement. Regardez les problèmes à l'AIPAC, évidemment, regardez les problèmes du côté des démocrates. Mais c'est même dans la base MAGA trumpienne, et notamment dans sa base chrétienne. Ouais. Ça, c'est une chose. Et il va donc dire, nous sommes les alliés d'Israël, mais euh, je ne dépends pas d'eux pour penser ma politique et ma stratégie. Ce qui est très important, c'est que, pour Israël, c'est que la loi qui permette d'avoir du matériel militaire à hauteur de plus de 30 milliards pour les années qui viennent soit votée avant les midterms. Parce que si jamais Trump perd les midterms, alors il aura beaucoup de mal à faire passer cette loi pro-israélienne après les midterms. Donc vous allez voir en plus une accélération quant au vote de cette loi. Et je dirais, pour Israël, il y a intérêt à ce qu'elle passe assez facilement. Mais Netanyahou, dans l'autre sens, a bien compris le risque et voit bien et est bien informé du fait que l'automaticité du soutien euh, américain à Israël ne va plus de soi. Et c'est pour ça qu'il pousse de plus en plus à dire nous devons devenir de plus en plus autonomes d'un point de vue militaire. Très bien. En tout cas, ça sera aussi un des sujets, comme vous nous l'avez dit, et votre analyse l'a montré, un des sujets des élections, aussi bien aux États-Unis qu'ici en Israël. En tout cas, merci pour toutes ces explications, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Bonne journée.